Bienvenue à vous sur T18. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 20e émission, le coup d'envoi mardi soir sur TF1 de la 14e saison de Secret Story, les dernières confidences de la Maison des Secrets avec son présentateur Christophe Beaugrand. On fera aussi bien sûr le bilan de son émission Bonjour avec vous le matin sur TF1. Et puis, alors que débute demain le Festival de Cannes de la pub, décryptage ce midi. Moins de pub en télévision, c'est moins d'argent et donc moins de programmes originaux. On va en parler avec David Leclabat. Il est à la tête de l'association des agences de pub. Enfin, on vous donnera bien sûr toutes les dernières infos mercato de la semaine. Pure Média l'hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias, le hashtag Pure Média l'hebdo, pour réagir bien sûr tout au long de l'émission. Notre journaliste expert média cette semaine à mes côtés, c'est Benjamin Rabier, lecteur en chef du site Pure Média. Salut Benjamin. Salut Virginie. Merci d'être avec nous et on se met tout de suite dans l'ambiance. Eh oui, avec un générique culte. Ça donne envie de... c'est fait pour. C'est le 21 juin, ça tombe bien, c'est l'été. Et c'est donc Secret Story, bien sûr, générique de Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, ici présent. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Christophe? Je suis très en forme et surtout on se prépare parce que c'est après-demain le lancement, c'est mardi soir. Oui, mardi soir, évidemment. Mardi soir que ça commence, mardi soir à 23h25 sur TF1. Ce sera en quotidienne, donc à 17h25 sur TMC et rediffusé sur TFX à 20h. Vous aurez squatté en gros la totalité des chaînes du groupe. On ne pourra pas nous échapper et effectivement c'est surtout présent sur TF1+, pour que les gens puissent consommer l'émission tout l'été, même s'ils partent en vacances, ils partent avec leur téléphone, il y a l'appli TF1+, et c'est un peu la petite... on part en vacances avec son Secret Story. On mise presque plus sur la plateforme que sur le linéaire finalement. Aujourd'hui, un programme comme Secret Story qui vise un jeune public, clairement, oui, c'est ce public-là qui va chercher le programme là où il est, et en l'occurrence aussi sur les plateformes. Donc on l'a dit, il y a effectivement le 23h25 sur TF1 mardi soir, la quotidienne, et puis une inédite le dimanche à 18h35 sur TMC, également sur la plateforme TF1+, on le disait. Qu'est-ce qu'on va attendre de plus le dimanche? Alors, le problème qu'on avait l'année dernière, c'est que les quotidiennes s'arrêtaient le vendredi, et il fallait attendre samedi, dimanche, et lundi, il y avait une nouvelle quotidienne. Ça faisait beaucoup trop de choses à résumer ce qui s'était passé pendant quasiment 3 jours, entre la journée du vendredi, du samedi, du dimanche, à résumer dans une seule quotidienne le lundi. Ça nous empêchait de raconter correctement les histoires. On était obligé d'enlever certains passages parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps, tout simplement. Donc là, c'est trop riche. Oui, il se passe beaucoup de choses, mine de rien, dans la Maison des Secrets. Surtout au début, quand on a beaucoup de candidats. Au fur et à mesure, ils sont éliminés, donc ça devient un peu plus facile à raconter. Mais là, en l'occurrence, quand il y a beaucoup de candidats, si jamais vous avez une quotidienne en plus, ça permet de raconter davantage et de ne pas devoir faire d'ellipses sur certains passages. C'est dommage. Bon, alors pour ceux qui n'ont jamais regardé Secret Story, vous nous rappelez effectivement le principe de l'émission, Benjamin? Une dizaine de candidats, coupés du monde, filmés 22 heures sur 24, chacun a un secret, l'autre doit le trouver, et pour gagner la cagnotte, 200 000 € à la fin de l'émission. Secret Story, c'est simple, c'est devenu l'émission, la télé-réalité la plus puissante de la télévision française. L'année dernière, quelques chiffres, 500 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux pour Secret Story, 700 000 téléspectateurs en moyenne pour les primes sur TFX. Pour une petite chaîne comme TFX, vraiment, c'est énorme. Et surtout, un record d'audience historique sur cible avec 14% des FRDA en moyenne. C'est simple, c'était le carton télé de l'été dernier. 500 millions de vues, mais vous n'avez pas le vertige, Christophe? C'est vrai que c'est une émission qui se picore aussi via les réseaux sociaux. Et il y a certaines personnes que j'ai pu croiser ou qui me parlent sur Internet qui me disent, moi j'ai suivi la saison de Secret Story sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux, sans parfois regarder, en regardant le prime d'élimination, puisqu'une fois par semaine un candidat est éliminé avec le vote du public. Mais les gens ne regardaient pas toujours toutes les quotidiennes, mais ils ont suivi le programme via effectivement toutes ces vidéos. Ce qui fait que les chiffres qu'on a, qui sont en quelques centaines de milliers de téléspectateurs pour les quotidiennes, sont démultipliés, et on se rend bien compte de la puissance du programme, parce que quand les études marketing qu'on a fait, il y a plus de 10 millions de personnes qui ont été au contact du programme, qui connaissent les candidats. On n'avait pas 10 millions de téléspectateurs pour chaque... C'est dommage, j'aurais adoré. Oui, forcément, c'est une façon de toucher effectivement un autre public. Exactement, à chaque fois. C'est ça qui est très intéressant, et c'est une façon de travailler aussi très différente.
Alors Christophe Beaugrand, la Maison des Secrets a été rénovée et visiblement, vous aviez mis du vôtre. Ah oui, tu m'étonnes. Ici la voix. Christophe, c'est l'heure, au boulot. Waouh, quel style. Attention Christophe, tu débordes là. Je crois que les travaux, c'est pas mon truc. Bon, la voix espère que la maison sera prête. C'est tout pour le moment. Bon, alors, on n'y apprend rien, hein, clairement. Non, hein, franchement, non. si ce n'est que vous portez bien le Marcel. Ça vous plaît? Ah ouais, Je suis franchement. pas venu avec, Ouais, je là, pense c'est que je suis dommage. pas seule d'ailleurs. À mon avis, les 500 millions, là, C'est ça. va chasser. Vous aimeriez bien les J'espère canettes qu'il aussi. y aura d'autres raisons de regarder le programme que mon Marcel, parce que ça risque On quand ne même. sait pas, On ne sait pas. On ne sait jamais. Alors, à l'annonce de votre venue, mon cher Christophe, on a reçu plein de questions de téléspectateurs. Je vais y arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt à tout. On y va. Prêt à tout, vous êtes sûr? Peur de rien. Pour la télé, vous êtes prêt à tout? Ah bah, Attention, mais sinon, les- je ferai un autre boulot. Vous savez, j'ai fait Splash. Quelqu'un qui a fait Splash est prêt à tout dans ce métier. Vous avez donc des secrets pas encore divulgués. Vous le ferez aujourd'hui, peut-être? Si vous posez les bonnes questions, Eh ben, on y peut-être. va. Oula, pression. Quoi de nouveau dans cette Maison des Secrets? Une révélation. Première question, déjà. Ah oui, alors là c'est embêtant parce que Non. le concept de l'émission réside sur le secret et il va y avoir une grosse révélation du décor, de la mécanique de jeu mardi soir en direct. Il paraît qu'il y a des nouveaux passages, des pièces secrètes. Il y a toujours des pièces secrètes. Mais vous savez, ce qui est assez amusant, c'est que les spectateurs eux-mêmes, ils râlent quand on montre trop d'images avant. J'ai reçu un message justement après la bande-annonce en disant « Mais on voit trop les couleurs de la maison, moi je veux avoir la surprise mardi soir ». Parce que les vrais fans de Secret, ça fait partie aussi, le soir de la révélation, ça fait partie de l'attrait du show. Donc non, je ne vous dirai rien, je suis désolé. Non, attendez, c'est pas fini. Deuxième C'était question. la première. Ouais, c'est ça. Je crois savoir que le plateau ne sera plus à l'extérieur cette année. C'est à cause de la canicule, pour l'interrogation. Donc, il y a ça, deux réponses en une. Hein. Ça, je peux en parler. Effectivement, le plateau sera à l'intérieur. Ça n'est pas à cause de la canicule, parce que la décision a été prise avant qu'on sache qu'il allait faire si chaud. Mais je vous confirme que ça va nous arranger, parce que le plateau était en extérieur, dans une espèce de bulle qui n'était pas climatisée. Et le public, comme moi, nous avons eu très chaud l'été dernier. C'est plus pour des raisons d'organisation, des raisons de sécurité aussi, des raisons de bruit. Pas par rapport au voisinage, mais c'est juste que comme c'était en extérieur, les candidats pouvaient parfois entendre ce qu'on disait dans le jardin de la maison qui est juste D'où la derrière. problématique du secret. Donc voilà, Forcément. garder le secret. Donc là, on construit un plateau Ok. à l'intérieur avec des grandes bâches anti-bruit pour pas qu'on entende dans la maison. Troisième question. Nous sommes dimanche midi. Où Ouais. sont les candidats? Alors les candidats, à l'heure où on se parle, sont Oui. à l'isolement depuis vendredi soir. C'est-à-dire qu'ils sont dans des chambres d'hôtel séparées les uns des autres, accompagnés à chaque fois d'un garde du corps et d'un chaperon. Ils ont déjà donné leur téléphone portable. Ils ne peuvent pas se connecter à un ordinateur. Ils peuvent pas communiquer du Non. tout. Ils ont quelques livres, parce que certains lisent. Ils ont quand même la télé. C'est une révélation. déjà. C'est une une info. Ils peuvent regarder la télé s'ils veulent voilà, se détendre un petit peu, Ok. mais ils ne peuvent pas avoir accès au monde extérieur au cas où il y ait des révélations justement dans notre émission, par exemple, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir le secret. Et le principe, c'est qu'ils découvrent tout au moment de commencer l'aventure, l'expérience Secret Story, donc mardi soir après Koh-Lanta. Autre question, mais vous nous avez juré en coulisses de dire toute la vérité. Est-ce que vous J'ai fait ça Si, ouais, vous l'avez fait. Si vous le dites. Oui, bien sûr. En tout cas, vous savez, on invente tout en Oui, télévision. oui, bah, alors vous je me avez raison, permets. c'est- Mais répondez quand même. Est-ce que vous connaissez les candidats? Je ne les connais pas. J'ai quelques briefings sur les candidats. J'ai vu des fiches. Pour tout vous dire, à l'heure où on se parle, je ne connais pas encore leurs prénoms. Ils ont des noms de code. Je connaîtrai leurs prénoms la veille Vous les avez vus de l'émission. physiquement? J'ai Vous vu avez les les visages vidéos, sur des photos, mais quelque je n'ai chose pas encore les vidéos. Je les verrai toutes la veille du tournage, enfin de l'enregistrement le lundi. Et ils sont appelés par des noms de code. L'année dernière, par exemple, nous avions des noms de code sur les dieux grecs. Donc nous avions Apollon, Hermès. On disait, ah bah tiens, il y a Hermès qui va arriver. Il y a Athéna qui est là. Et ensuite, j'ai appris leur vrai prénom. Il y a vraiment... Tout est organisé sous le sceau du secret. Quand ils viennent au bureau pour des interviews, ce genre de Ouais. choses, ils arrivent avec des capuches entourés par deux personnes pour pas qu'on les voit. Bon, Donc, enfin, ça se voit quand même un peu, hein, un type qui a une capuche. a ah non, priori, mais il a ils ont des repéré. masques, des capuches, je vous assure Ouais, que... Singer, quoi. Ouais. Ah non, mais non, Ouais, non, c'est ça. vraiment, ça fait partie du secret, ça fait partie du concept. Pour tout vous dire, il y a entre 5-6 personnes, entre Endemol et TF1, qui connaissent les candidats, qui connaissent leurs prénoms et qui sont associés à la sélection, sinon personne n'est au courant. Bon, le profil des candidats, quand même, il paraît qu'il y a beaucoup de feel-good, beaucoup d'humour. Est-ce que c'est vrai cette ça année? je peux vous le dire. L'idée Oui. vraiment c'est d'avoir une émission estivale qui va être joyeuse, donc on a des fortes personnalités comme toujours, mais ce qui est intéressant c'est que oui, on a quelques candidats qui sont très drôles et qui vont
aussi nous permettre de passer un été où on va se marrer. C'est important dans ces moments un petit peu anxiogènes qu'on vit tous, vraiment d'avoir un moment où on se marre et où on se détend. Surtout après ce qui s'est passé l'année dernière. Benjamin, grosse polémique quand même. Ouais, l'année dernière, la saison a été un peu entachée par la polémique. Marianne, une des candidates de l'émission, a été accusée de racisme par les internautes envers d'autres candidates de la Maison des Secrets. La situation a été tellement explosive que la production a dû intervenir dans l'émission pour calmer le jeu. Et ça s'est accéléré quand elle a été éliminée de la compétition. Elle a subi une vague de harcèlement extrême sur les réseaux sociaux. Elle a même demandé à être internée elle-même pour se soigner. Et elle en reste très très marquée, comme vous pouvez le voir. Je voulais pas faire du mal à qui que ce soit. Je me suis pas rendu compte que ça se serait perçu comme ça. Je me sens détruite en fait. Je mange plus, je dors plus, je vois plus personne, je sors plus de chez moi, j'ai peur qu'on m'attaque dans la rue. Pour toujours, je serai Marianne, l'harceleuse et la raciste de Secret Story 13. Donc Marianne sur le plateau de Jérémy Star. Vous avez même, c'est très violent, hein, on le voit vraiment, l'interview je suis très en colère sur ce qui s'est passé. Justement, dites-nous, parce que vous avez appelé au calme même sur un plateau. Oui, complètement. Je suis très en colère sur ce qui s'est passé parce qu'il y a des images qui ont été utilisées par des internautes, sorties de leur contexte, mises bout à bout, qui donnaient l'impression que c'était simplement des candidats qui ne s'entendaient pas bien. Il se trouve que Marianne était de couleur blanche et les candidates avec qui il ne s'entendait pas étaient noires. Mais il n'y a jamais eu de racisme. Les candidates concernées sont les premières, sont les premières quand elles sont sorties du jeu, à être tombées de l'armoire en disant bah non, on ne s'entendait pas, c'est tout. Et ce sont des gens sur les réseaux sociaux qui ont instrumentalisé ça et qui ont créé en fait une fausse polémique. Donc quand vous disiez tout à l'heure que c'était explosif dans la maison, pas du tout. Ils ne s'entendaient pas, mais il n'y avait pas de problème. Tout le monde vivait ensemble, il n'y avait aucun souci. Ils ont tous été stupéfaits en sortant de l'émission de voir ça. Et le problème, ce sont les réseaux sociaux, ce n'est pas le programme. Nous, on n'est pas responsable de ce que disent certains sur les réseaux sociaux. Et c'est très difficile aujourd'hui, de manière générale d'ailleurs, de faire de la télévision avec des réseaux sociaux qui sont devenus une espèce de Far West où les gens disent tout et n'importe quoi. Comment vous allez faire cette année pour protéger justement les candidats des réseaux sociaux ou de la haine en ligne qu'on connaît bien? C'est très difficile. Alors c'est très difficile on ne peut pas contrôler ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux. Donc on va être extrêmement précautionneux sur ce qui est montré à l'antenne évidemment. Et après les candidats sont tous briefés, accompagnés et on essaye de les aider au maximum. Mais pour tout vous dire, quand on sélectionne les candidats, il y a toute une partie aussi où on scanne leurs réseaux sociaux pour qu'on vérifie que d'anciennes déclarations, qui pour le coup n'ont rien à voir avec le programme, leur posent problème. Si on a par exemple certaines personnes qui ont pu liker, on a eu le problème il y a quelques années, pas dans ce programme-là, sur d'autres programmes de télévision, de quelqu'un qui avait liké une vidéo de Jordan Bardella. Pour pas qu'on l'accuse parce que sinon ça peut créer des polémiques, ce genre de choses, où on a pu écarter certains candidats parce qu'il y avait certaines prises de position qui pouvaient leur poser problème à eux. Ce que vous dites, c'est important parce que ça veut dire que vous ne cherchez pas le buzz à tout prix en fait. Sur vous rigolez, franchement c'est l'intérêt de personne. Ça n'est pas l'intérêt du programme, ça n'est évidemment pas l'intérêt des candidats parce que franchement, moi cette émission je la présente depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2015, j'ai gardé le contact avec la plupart des candidats. J'ai beaucoup de respect pour ces gens qui effectivement se mettent à nu et pour qui c'est pas forcément évident de se retrouver du jour au lendemain reconnus dans la rue. Ils commencent leur vie, ils étaient tranquilles, ils étaient vendeurs dans un magasin et puis du jour au lendemain ils ressortent, plein de jeunes les connaissent, on parle d'eux sur les réseaux sociaux. C'est une expérience qui n'est pas forcément évidente. Donc il y a aussi un accompagnement psychologique et tout le monde n'a pas les épaules pour réussir à supporter une expérience. C'est pour ça que je dis le mot expérience. C'est plus qu'une émission de télévision. On est dans une expérience de vie, une expérience sociétale aussi. Et le problème, c'est que il y a 10 ans, quand je faisais l'émission, on n'avait pas ce genre de problématique parce que les réseaux sociaux n'existaient quasiment pas ou étaient balbutiants. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué à fabriquer. En tout cas, 10 ans que vous êtes là. Une autre chose qui ne change pas, c'est la voix de Secret Story. Cette voix, c'est celle depuis le début, depuis donc 2007, de Dominique Duforest. Cette nouvelle saison aussi, c'est un vrai marathon pour lui. Ah oui, ça c'est sûr. Je peux même vous dire qu'il a
il a une petite chambre avec un lit à côté pour pouvoir se reposer. Pourquoi vous dites une petite chambre quoi? Il a un lit simple, lui? Vous avez un lit double? Parce que c'est effectivement très petit. Il a une petite pièce où il peut se reposer. Et oui, alors je vous confirme que les horaires, parfois il y a des jeux qui commencent à 9 ou 10 heures du matin qui sont animés par la voix, et la voix leur parle parfois jusqu'à minuit, 1 heure. Donc oui, il se fait des grosses journées, hein, Dominique. On se dit tout, il est 24 heures sur 24 en coulisses, et regardez, pour Pure Média l'Hebdo, il vous pose une question. Ici la voix. Christophe, la voix aimerait beaucoup savoir, si tu étais un habitant de la maison des secrets, quel serait ton secret? Ah, c'est tout pour le moment. Le problème, et Dodo le sait, on l'appelle Dodo, c'est que comme je suis très bavard, j'ai pas beaucoup de secrets. Les gens savent un peu. J'y crois pas un seul instant. On s'est déjà tous déjà, est-ce que vous avez un objet fétiche sur vous avant chaque émission? Oui, alors attendez, est-ce que je l'ai aujourd'hui? Ah, c'est ça qui va nous montrer ce qu'elles sont. Oui, je l'ai. C'est pas vrai. Montrez-moi. J'ai mon slip rouge. Mais non. Vous voulez que je montre mon slip? Mais ça, c'est un secret ou pas? Attention. Tout le monde le sait déjà? Attention, pic d'audience sur T18, je montre mon slip. Bon alors, je vous montre. Je vais pas vous le montrer en entier, mais... Là, je vous remercie, on va décoller du coup en presque audience. en PLS, voilà. Le slip français, c'est chic. Ah bah oui, c'est vive la France. Ah bah oui, évidemment. Voilà, on a bien fait. Voilà, c'était un Merci beau pour moment de cette télévision. Écoutez, j'espère que ça nous portera chance. Donc oui, je mets toujours un slip rouge pour me porter bonheur. C'est un bon secret. Très bien, je vous remercie. Maintenant, tout le monde le sait, donc je peux pas l'utiliser. Dans un instant, votre regard, j'espère que vous en avez plusieurs, votre regard sur le PAF, cher Christophe, le fait média, sur le premier bilan des audiences, évidemment, de la Coupe du Monde de foot pour M6. On va en parler. On parlera aussi, bien sûr, de Bonjour avec vous, que vous présentez, Christophe, le matin sur TF1. Mais avant cela, eh bien, ce sont les pures infos et c'est remixé par Thierry Dagiral. Et le mercato des médias se poursuit cette semaine avec ce retour. Le marché du travail qui ralentit. Celui de Salia Braclia chez Quotidien, la fin donc de son expérience sur le service public qui aura duré 5 ans. Retour stratégique pour une année présidentielle. Et vous alors, la politique? Qui va remplacer Laurent Ruquier sur T18? Réponse, Yves Calvi. L'ex-matinalier de RTL sera aux commandes d'une émission culturelle en continuant de présenter le 18-20h week-end sur LCI. Pour 2 heures d'actualité en direct. Du côté d'RTL, justement, dès la fin août, une émission culturelle encore tous les dimanches présentée. Ami Intello, bonsoir. Par Frédéric Becbédé, ce sera de 20h à 21h pour concurrencer le masque et la plume de France Inter autour de l'écrivain, des chroniqueurs et du débat. Et n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous finirez idiot. C'est la nouveauté de la semaine. La 4e saison de Drag Race sera lancée le 8 juillet sur la plateforme France.tv. Et c'est la chanteuse Angoune qui rejoindra Daphné Burki et Loïc Prigent dans le jury. Loïc, c'est quoi le fashion faux pas cette année? La frange. Et un accessoire qui va bouleverser l'aventure cette année, la baguette dorée, qui aura le pouvoir d'immuniser une candidate risquant l'élimination. C'est tout chaud dans vos kiosques, un nouveau trimestriel, 20 ans plus tard, c'est pour les femmes à partir de la quarantaine. Ça a été tiré à 100 000 exemplaires et ça fait référence au magazine 20 ans lancé en 1961 par Daniel Philippaki. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Cela semble imminent, le départ de Léa Salamé de la présentation du 20h de France 2. Ce sera avant les grandes vacances et au moment même où son compagnon Raphaël Glucksmann annoncera sa candidature à la présidentielle. Enfin, on termine avec l'étude de la semaine. Pour la première fois, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo sont davantage utilisés pour s'informer que les médias traditionnels. Rapport annuel de l'Institut Reuters. Vient ensuite la télévision, les sites et les applications de journaux et enfin, la radio. Et puis c'est la grosse info de la semaine. Depuis jeudi soir, c'est officiel. Eh bien, tous les programmes du groupe TF1 sont désormais diffusés sur Netflix. Ça change aussi beaucoup pour vous, effectivement, Christophe Beaugrand, le fait d'être diffusé sur TF1 +. Alors effectivement, on était sur TF1+, aujourd'hui en plateforme. Désormais, on aura aussi Netflix qui nous offre une autre fenêtre, peut-être pour aller chercher un autre public qui n'aurait pas le réflexe naturellement de suivre les programmes de TF1 et d'aller sur TF1+. L'objectif, aujourd'hui, la bataille, elle réside dans le contenu. C'est la guerre des contenus. Nous, on propose des contenus. Est-ce que ça va être la guerre de TF1+, plus Netflix? Est-ce que entre Non, je pense que ce ne sont pas les mêmes publics. D'ailleurs, on l'a bien vu, on a pas mal de programmes qui ont déjà été diffusés conjointement sur Netflix et
passer sur TF1+, comme par exemple été 36, la série qui a cartonné, ou Cat Size par exemple, ou Les Combattantes, il y avait eu le Bazar de la Charité. Ça se nourrit. On va chercher un autre public qui ne regarde peut-être plus les chaînes traditionnelles et qui n'aurait pas le réflexe d'aller sur TF1+. Nous, en tout cas, sur Secret Story, on est ravis d'imaginer que ça peut nous offrir une fenêtre supplémentaire pour aller chercher d'autres téléspectateurs. On est ravis. Allez, 3 photos, 3 actus médias que vous allez commenter, Christophe. Première photo, regardez. On l'aperçoit, c'est Agathe Le Caron, que l'on salue évidemment. Elle est dans Bel et Bien sur cette émission, sur cette photo en tout cas, qui était votre concurrente sur la case 10-11h. Et cela s'arrête. Est-ce que vous vous dites, une concurrente de moins? Ah ben non, je dis pas ça parce que je l'aime beaucoup. En plus, ouais, Agathe, voilà, c'est une copine en plus. Donc, effectivement, c'est un peu la guerre à cette heure-ci. Le public est assez volatile et on est nombreux à vouloir aller chercher les téléspectateurs. Donc là, l'émission s'arrête, mais si j'ai bien compris, en face, c'est ça la j'ai bien question, compris, elle va être remplacée par une autre émission. J'ai lu les questions que ce soit peut-être Agathe qui le présente aussi. Il est question qu'Agathe Le Caron reprenne la case, enfin garde la case en prolongeant. Et vous avez l'info ou pas, vous ? On n'a pas encore l'info, moi, on ne sait pas si c'est signé, mais justement, ça va être une grosse concurrence. Télématin qui va venir face à vous se prolonger avec a priori un nouveau décor. Est-ce que ça vous effraie ? Non, enfin, c'est pas l'histoire d'être effrayé. 500 millions de vues, si tu veux, en face. C'est pas l'histoire d'être effrayé ou pas. Nous, on est dans notre couloir, on propose une émission qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure, au quotidien, en direct. Qu'est-ce que vous voulez, on aura toujours des émissions en face. Et France Télévisions, historiquement, ont toujours proposé des émissions de matinée. Il y avait C'est au programme avec Sophie Davant il y a quelques années. Il y avait Matin Bonheur à la grande époque à l'époque d'Olivier Mine, de Lionel Casson, etc. Donc il y a toujours eu des programmes. Nous, historiquement, à TF1, on n'en a pas des programmes à cette heure-ci. C'est pour ça qu'on a lancé Bonjour avec Sandrine Bruce Quétier Toussaint. avait essayé aussi. Oui, ça a duré quelques mois, mais ça n'avait pas bien marché. Mais là, c'est la première fois depuis 2 ans et demi avec Bonjour qu'on crée un rendez-vous le matin. On va en donc, parler. depuis 4 mois, on essaye de proposer une suite. Donc voilà, après, vive la concurrence. On va en parler dans un instant. Deuxième photo, c'est une actu média, évidemment. Regardez, et c'est encore un ami, Cyril Ferraud, qui reprend l'émission Fort Boyard sur France 2. Ça démarre le 4 juillet, maintenant, on le sait. Vous qui êtes un ami de Cyril, justement, qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport à Olivier Mine ? Je pense qu'il va apporter sa passion. Olivier était formidable à l'animation de ce programme, mais ça a duré des années, je crois près de 20 ans pour Olivier Mine. Vous aimez tout le monde, vous, mais c'est mon pote aussi. Vous avez changé, parce qu'à l'époque du dictionnaire, c'était pas la même chose. Je suis toujours un petit peu langue de vipère, mais j'aime tout le monde. Non, mais ce que je trouve génial avec Cyril, c'est que c'est son émission de gamin. Il rêvait de présenter, quand il était gamin, il regardait Fort Boyard, il rêvait de présenter. Il a même été remarqué par la production à l'époque parce qu'il envoyait des idées d'épreuves pour Fort Boyard. Se retrouver à présenter aujourd'hui l'émission qu'il rêvait de faire gamin, Laurent Ruquier par exemple, il écoutait les grosses têtes, il rêvait d'un jour présenter les grosses têtes. C'est extraordinaire. Donc quand on arrive à réaliser des rêves comme ça, moi je dis bravo et qui continue. Comme vous avec Secret Story, je sais que vous en rêvez. Mais cette passion-là, c'est ce qui, je pense, qui fait que tu crées une relation avec le téléspectateur. Troisième photo, ou plutôt vidéo. Écoutez, c'est votre patron, Thierry Tullier. Il était à votre place il y a 3 semaines dans cette émission. Voilà ce qu'il disait de Bonjour avec vous, que vous présentez donc sur TF1 de 10h à 11h tous les jours. C'est une émission toute nouvelle qui se cherche encore, on le sait. Les 9% de part d'audience. Oui, voilà. On pense qu'on peut aller plus loin. Non, parce qu'on savait que, quand vous regardez d'ailleurs les concurrents, ils sont pas très loin, on est parfois devant, donc on n'est pas complètement battu. Mais je pense qu'on avait besoin, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de préciser la promesse éditoriale. Et ce que j'ai souhaité, c'est que ça devienne le rendez-vous de la libre antenne. La libre antenne, oui. On a plutôt l'habitude d'en parler quand il est 23h, mais ça vous définit bien, la libre antenne, enfin en tout cas l'émission en question. L'idée, en tout cas, de ce qu'on a envie de mettre en place, c'est une émission en proximité avec les téléspectateurs. Donc, on va essayer au maximum de prendre de plus en plus de gens pour réagir sur les questions qu'on leur pose le matin, avoir des experts qui leur donnent des conseils. On suit au quotidien tous les messages qu'on reçoit et qui sont de plus en plus nombreux. Ça commence à être identifié par les téléspectateurs comme leur rendez-vous. Je dis toujours au début de l'émission, vous avez des questions, on a des solutions. On a l'idée de se dire, d'être ancré dans le quotidien des gens et de discuter avec eux tous les jours et d'essayer de leur proposer ce qui leur correspond le plus. La marque de fabrique de TF1, très clairement. Un petit mot sur les audiences, Benjamin. L'émission, elle a très bien démarré. 450 000 téléspectateurs pour la première. Depuis, ça joue un peu au yo-yo. J'ai fait les calculs. La première saison, donc là, vous êtes à 250 000 téléspectateurs en moyenne, 8,8% du public. Est-ce que l'objectif, c'est l'année prochaine d'atteindre les 10%? L'objectif, c'est de faire le plus possible. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. L'idée, c'est d'installer au fur et à mesure. Là, sur cette semaine, par exemple, sur la plupart des jours, on est
est numéro 1 face à France 2 et M6 qui sont nos deux principaux concurrents. Mais tout ça est très serré, c'est très compliqué, je le disais tout à l'heure, le public est très volatile à cette heure-ci. Donc oui, il faut qu'on installe, il faut qu'on arrive à créer des habitudes. L'émission, elle a 4 mois, donc elle est encore balbutiante. Il y a plein de choses qu'on va essayer d'arranger. C'est l'avantage d'être en direct. Le fait d'être en direct tous les matins, ça permet vraiment d'être dans la réactivité totale et d'essayer au maximum de suivre ce que nous disent les téléspectateurs. Mais ça veut dire un changement de chroniqueur, un changement de sujet, un changement de ligne éditoriale. Qu'est-ce que vous allez changer ? C'est pas forcément un changement, je parle d'une évolution au quotidien, de voir ce qui fonctionne, les thèmes qui fonctionnent, les thèmes qui fonctionnent moins. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui fonctionne, comme vous voulez ? Non, mais ça dépend. Honnêtement, ça dépend des jours. Non, mais par exemple, on a testé une émission sur le bricolage l'autre jour. C'est un carton, non ? Ben non, pas du tout. Parce que je pense comme quoi, je suis pas dedans. Mais non, mais on a Moi, un ça me public passionne, féminin. mais... On a un public très féminin et c'est encore perçu visiblement le bricolage, même si ça peut sembler un peu sexiste, c'est encore perçu comme étant quelque chose de très masculin. Et alors, la partie sur le bricolage, vraiment, ça n'a pas marché du tout. Donc, je pense qu'on fera moins dans le bricolage, a priori. C'est dans Secret Story que je bricole, vous voyez. C'est ça. Vous n'avez pas mis votre Marcel. Voilà, j'avais pas mis mon Marcel. Non, mais donc parfois on sent des choses, on se dit tiens ça va marcher. Je pense que ce qu'il faut, c'est être dans l'air du temps et de savoir les choses qui intéressent les gens. Là, avec la canicule, on a fait une émission spéciale l'autre jour avec Evelyne Delia, avec toutes les questions que les gens pouvaient se poser, avec un médecin également. La météo, c'est un carton. Ça a très très bien marché. On ne va pas faire la météo tous les jours. Donc l'idée, c'est vraiment de coller à l'actualité aussi pour que les gens... on répond à des questions qu'ils se posent vraiment en temps réel. Et c'est l'avantage de ne pas avoir une émission enregistrée, mais d'avoir une émission justement qui reste dans le chaud de l'actualité. À la fois, vous êtes entouré d'une bande de chroniqueurs. On a annoncé cette semaine le départ de Bénédicte Le Châtelier après 4 mois. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres départs pour la saison 2 ? Est-ce qu'il y aura des arrivées ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, sur Bénédicte, c'est un peu particulier. Elle nous avait été prêtée, entre guillemets, par LCI pour quelques semaines. Et il se trouve que l'année 2027, entre l'actualité internationale et l'actualité politique, va être très chargée et qu'ils ont besoin de renforcer l'offre et que, pour le coup, Bénédicte a fait des propositions de projets pour la prochaine saison qui ont beaucoup plu en interne. Donc, elle va proposer ses projets et elle avait besoin de ça aussi. Donc, oui, on va se séparer de Bénédicte. Mais après, on est en train de mettre en place la saison 2. C'est trop tôt pour vous dire, pour vous annoncer. Les choses sont pas décidées encore, vraiment. Mais si, vous avez décidé. Non, au fond de vous, non, qui vous voulez ? Alors, même si c'est pas décidé, au fond de vous, vous avez envie de qui ? Ah non, moi je ne donne pas de nom. Et puis alors, pour tout vous dire, l'objectif vraiment, c'est de mettre le téléspectateur au centre du programme. Donc moi, si vous me demandez un nom, ce sera plutôt Monique de Saint-Malo qui m'intéresse que la personne qui aura autour de la table. Nous, on travaille pour Monique de Saint-Malo et c'est pas une star autour de la table qui nous permettra de faire de l'audience. Secret, quoi. C'est Secret Story jusqu'au bout. Vous allez avoir un mois de juillet de dingue, cher Christophe, parce que Secret Story, quand même, en quotidienne. Vous remplacez Bruce Toussaint, effectivement, sur la matinale. Les grosses têtes sur RTL. Alors ça, c'est des rediffs. Les grosses têtes, c'est les best-of. Ah oui, c'est les best-of. Mais il y aura quand même du Christophe Beaugrand partout, clairement. Bienvenue chez Beaugrand aussi le samedi matin sur M Radio. Ouais. Mais c'est la peur de manquer. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je sais pas. Mais on vous aime trop. Ben voilà, c'est ça, c'est la popularité. Non, je sais. Non, mais vous savez, on fait un métier où parfois, pendant des années, on attend désespérément qu'on vous passe un coup de fil et puis personne n'appelle. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus ou moins fastes. Et là, j'ai plein de propositions qui sont intéressantes. Donc, dès lors que j'arrive encore, surtout à m'occuper de mon fils, moi, c'est ça qui me. Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand vous êtes en haut comme ça. Est-ce que vous guettez la phase en bas ? Alors, suivante. Je me sens pas du tout en haut. En vrai, ouais, non. Je suis content. Hein, tu vois, je me plains pas du tout. Hein, je suis très content de ce que je fais. Mais quand on est sur une émission sur laquelle on travaille beaucoup, sur le contenu y compris, voilà, c'est moi qui écris tous mes textes, que ce soit à Secret ou sur Bonjour, donc ou sur les interviews que je prépare sur M Radio. Donc, moi, je suis dans le contenu. Et quand tu es dans le contenu, tu es dans le travail. En fait, tu te poses pas la question. Tu as juste envie que ça continue parce que tu t'amuses. Donc moi, ce que j'espère juste, c'est qu'on ait des audiences suffisamment fortes pour continuer. Voilà. Allez, justement, on va continuer à parler de la télévision, mais plus précisément, on va parler pub dans un instant, la pub qui manque en télévision. Et justement, c'est la création de nouveaux programmes qui trinquent. On va en parler ensemble dans quelques instants, mais d'abord, c'est le fait média du jour. Benjamin, première semaine de Coupe du Monde pour M6 avec la victoire des Bleus mardi soir. Et oui, et chez M6 depuis une semaine, c'est la fête, on entend ça dans l'ascenseur. C'est possible. C'est possible.
14 millions de téléspectateurs mardi soir devant France-Sénégal. Meilleure audience de l'année, meilleure audience de la télé depuis la cérémonie de clôture des JO. Troisième meilleure journée de l'histoire de M6. Depuis une semaine, la chaîne enchaîne les records, à tel point qu'elle a signé sa meilleure semaine depuis 10 ans. Et surtout, un carton pour la compétition, c'est que ça attire les jeunes en masse. 19% des 25-49 ans devant la compétition. La meilleure semaine de M6 depuis 18 ans. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, même sur ce plateau, on se disait « ouais, ça va pas marcher, les Français sont pas trop enthousiastes sur la compétition, les matchs vont être la nuit et tout ». Mais finalement, dès la première semaine, M6 a été rassuré, les audiences sont juste exceptionnelles. Et maintenant ? Et ben maintenant, chez M6, on croise les doigts pour que les bœufs aillent le plus loin possible dans la compétition. On le sait, la compétition, c'est pas rentable. M6 a dépensé 120 millions d'euros les bleus, hein, pour les bleus. J'ai entendu les bœufs aussi. Les bœufs ? Ah non, les bleus, excusez-moi. Le plus loin possible. Ah non. Et en plus, moi, je suis... Quel respect pour les footballeurs, vraiment. On a vraiment vibré mardi. Donc oui, le but pour M6, c'est que les bleus aillent le plus loin possible, parce que c'est une question d'image et une question d'audience, évidemment. On l'a vu mardi, ils ont battu TF1. Donc peut-être même essayer d'être la deuxième chaîne de France au mois de juin. Ça va être le défi dans les jours à venir, là. Alors même si sur M6, effectivement, est-ce que vous regardez le foot, vous ? Alors, Vous êtes footeux ou pas ? Un peu, je regarde un petit peu. Je suis plus rugby, pour tout vous dire. Je suis originaire du Sud-Ouest. Je suis sur TF1 et les rugby. Je suis un peu plus. Non, je suis un peu plus rugby. Après, non, généralement les grands événements comme la Coupe du Monde, oui, je regarde, ça m'amuse. J'avais un souci internet chez moi et j'avais la télé par une box, donc ça ne marchait plus. Je regardais sur mon téléphone portable, il y avait un décalage de 30 secondes, donc j'entendais des gens hurler dans la rue. Les médias, c'est quand même incroyable. Et c'était une catastrophe. Ouais. Donc si jamais Bouygues pouvait réparer ma ligne, parce que là ça ne marche toujours pas, ça fait 5 jours. Voilà, merci, je passe un message. Voilà, qui vous écrivent, Bouygues. Vous réagissez sur le hashtag Pure Média Hebdo. Christophe Beaugrand, vous restez avec nous. On va parler pub, je le disais maintenant, alors que débute demain à Cannes le plus gros festival de pub. C'est pas le festival de Cannes, mais tout presque. C'est un peu, la pub, c'est toujours un peu, c'est souvent critiqué en tout cas, mais ça permet aussi et surtout la création et l'audace de lancer de nouvelles émissions, de nouveaux programmes. On va décrypter tout cela ensemble avec David Leclabar, c'est le coprésident des agences de l'association des agences conseil et création qui nous rejoint dans quelques secondes. Écoutez avant cela ce que disait le président du directoire du groupe M6, David Larramendy. C'était le 11 juin dernier sur RTL au micro de Marc-Olivier Fogiel. Vous gérez quoi? Une télé qui finalement est en fin de vie? Alors, c'est absolument pas le cas. La télé se transforme et se transforme de façon extrêmement forte, avec une digitalisation des usages qui est de plus en plus importante. C'est une transformation très profonde. Donc, il faut tenir compte. Il y a aussi une réalité qui est une réalité d'un marché publicitaire qui est en décroissance depuis un certain nombre de trimestres. Est-ce que vous gérez de la décroissance? Il faut aussi adapter. De la décroissance, finalement, c'est de gérer une transformation et de la faire en tenant compte des réalités. Et bonjour David Leclabar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez le groupe Australiega d'agence de pub. Vous êtes aussi le coprésident de l'association des agences conseil et création. Vous avez donc une vue globale évidente sur le marché de la pub et de la télévision. On est ravis d'en parler avec vous. Je salue également Philippe Baillet qui nous a rejoint, économiste et médias. Salut Philippe. Merci d'être avec nous. Quand le big boss d'M6, David Larramendy, qu'on vient de voir à l'instant, parle de transformation très profonde de la télévision sur fond de marché publicitaire en décroissance, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a une transformation depuis maintenant une vingtaine d'années, avec une fragmentation des médias et des usages du public qui sont en train de changer. Est-ce que c'est une transformation ou carrément une révolution? C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement le modèle? Le modèle, il se réinvente constamment. D'ailleurs, ils s'adaptent tous, beaucoup. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant des années, en fait, un peu à leur insu, les grandes marques finançaient le divertissement, l'investigation, l'info. Oui, des grands programmes de qualité, vraiment, donc toute la création finalement. En tout cas, les marques, en passant des spots de pub, en faisant des affiches ou en faisant de la presse, finançaient autre chose. Et c'était hyper important dans l'équilibre économique des grands médias. Et progressivement, en allant investir sur des plateformes, quand on met son argent sur YouTube ou sur Facebook, on ne finance pas d'investigation, on ne finance pas d'émissions de télévision. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il va falloir payer maintenant pour avoir des contenus sur la télévision? Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, on s'aperçoit que pour avoir une information de qualité, c'est possible de s'abonner. Et si on veut avoir du divertissement de qualité, faut payer tous les mois. Là où pendant très longtemps, ça a été gratuit. C'est-à-dire que contre un petit peu de votre attention, vous aviez des programmes de qualité. Et donc ça veut dire qu'il faut penser le marché de manière complètement transversale aujourd'hui? De toute façon, on est obligé parce que le public consomme de manière très différente l'information, les médias, qui leur arrivent sans même qu'ils le demandent. Mon cher Philippe, la pub baisse à la télévision, vrai ou pas? C'est subtil, mais c'est globalement vrai. Si vous regardez les chaînes de télévision
ce dont parlait le Clabar à l'instant, c'est-à-dire les TF1, M6, etc., c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire en moins l'an dernier, 8% de moins. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent en moins pour les programmes. Si vous regardez le téléviseur plus globalement, et si vous mettez les plateformes, les YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, là c'est 850 millions l'an dernier, 20% de plus. Donc il y a un phénomène de vase communicant, 4 milliards au total. Mais pour vous, qui êtes un publicitaire qui conseillez des marques, est-ce qu'à la fin, vous raisonnez plutôt avec elles téléviseur télévision ou vidéo, smartphone ou grand écran de la télé? Comment est-ce qu'elles comprennent les choses et comment est-ce que vous pouvez les conseiller et les aider? Nous, on se met d'abord à la place du public. C'est-à-dire qu'on nous donne un mandat, une marque va nous dire, ou une institution va nous dire, écoutez, il faut qu'on aille convaincre un public, soit d'acheter plus, soit de consommer différemment, soit de faire attention à lui, parce qu'on fait aussi des campagnes d'État. Et à partir de là, on va dire, ces gens-là, aujourd'hui, ils se comportent comment et ils regardent quoi? Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'interagir. L'avantage des grands carrefours d'audience que représente par exemple la télévision dont on parle, c'est que tout d'un coup, on peut toucher beaucoup de gens tout de suite. Des grands événements, c'est-à-dire le foot, des grands moments sportifs évidemment. Évidemment, les nouveaux primes en fait d'une certaine façon. Et les nouveaux primes, ils existent toujours en télévision parce que The Voice, Secret Story. Secret Story, The Voice. On parlait tout à l'heure des audiences de parler de France Télévisions et d'M6 aussi parce que. Oui, mais on prenait les audiences de la Coupe du Monde, c'est un prime qui est très puissant, 14 millions. Mais vous prenez la Coupe du Monde les 6 nations au rugby, ça va faire à peu près 10 millions de personnes en termes d'audience. Donc c'est très puissant. Vous prenez l'émission de Squeezie en ligne avec Théodora la dernière, elle va arriver à peu près au même nombre d'audience, mais par contre, il faudra 3 ou 4 mois pour y parvenir. Donc ça fait faire un prime. Si vous êtes patient, ça fera un prime, il faudra quelques mois. Pareil, si vous voulez toucher... Mais ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur, c'est pas le même usage en fait. Donc on n'a pas la même relation à l'écran, on n'a pas la même relation à l'émission. Mais c'est quoi comme relation à l'écran justement? C'est-à-dire que là, c'est de la pub juste pour vendre et vous faites de la pub pour la création, pour l'imaginaire, pour justement générer autre chose, générer en fait une proximité, un contenu différent. De toute façon, pour toucher les gens, vaut mieux pas leur demander d'acheter, quoi. Vaut essayer de créer une relation. Donc que ça soit pour vendre, il faut quand même aller toucher. C'est plus efficace de toucher le cœur que de toucher que le cerveau. D'ailleurs, on le voit, une publicité créative, elle est 5 fois plus efficace qu'une publicité qui ne l'est pas, quoi. Donc il y a un effet de levier qui est très fort par la créativité. Vous parliez à l'instant de Squeezie, c'est un monde qui se réinvente. On parle souvent des créateurs de contenu, effectivement. Squeezie, comme McFly et Carlito et autres, ils créent du contenu, ils font de la promo, évidemment, de produits. Est-ce que l'avenir de la pub, ça peut être aussi eux, ces créateurs de contenu-là? Ils sont déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les solutions qu'on peut avoir pour aller parler au public, il y a aussi les influenceurs qui sont très présents, avec un rôle qui est complètement nouveau. Est-ce que c'est la première option, pardon? Est-ce que c'est les premières personnes auxquelles on pense? Ça va complètement dépendre des sujets, des annonceurs, de leur maturité, de leur culture et de leur public, encore une fois. Après, les influenceurs, c'est très particulier parce que ce sont à la fois des égéries ou des ambassadeurs, plus des producteurs de contenu, plus une audience, plus une forme de média. Donc c'est un peu nouveau. La régulation n'est pas du tout la même. Là où c'est très compliqué, notamment pour les médias historiques comme M6, c'est que ce sont des médias qui sont très régulés. La publicité, elle est très régulée. Ce qui s'est passé avec Lidl. D'ailleurs, qui a décidé de plus, effectivement, on va parler exactement faire de pub du sur les nerfs. qui est un cas qui est intéressant. Oui, justement, mais parlons-en. Alors, on peut pas tout de suite. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, mais si vous le voulez bien, oui. Oui, avec plaisir. Lidl était un très gros annonceur, le plus gros annonceur en publicité de manière générale, comme avec Leclerc, grosso modo. Ça dépendait des années, premier ou deuxième à chaque fois. Très présent en télévision, parce que les Français regardent beaucoup la télévision, ils ne s'y trompent pas. Mais il se trouve que pour aller en télévision, il y a certaines règles qu'on va faire de la publicité. Et notamment, on n'a pas le droit de mettre en scène des promotions. Il faut que si on fait une offre à la télévision... Vous m'autorisez à reformuler de manière hyper basique. Oui, allez-y. Lidl a le droit de dire dans un spot « Je suis un supermarché pas cher ». Mais il n'a pas le droit de dire dans un spot « Actuellement, les artichauts chez moi, c'est à 1 euro ». Exactement. Il n'a pas le droit de dire ça. Il a le droit de dire « Je vous vends des artichauts à 1 euro, mais il faut que les artichauts à 1 euro, ils soient à 1 euro pendant plus de 16 semaines ». Donc c'est très engageant et donc c'est pas possible. Excusez-moi de vous couper, mais ça veut dire qu'il se retire donc de la télévision pour aller ailleurs? Pour aller sur des endroits qui ne sont pas régulés, où c'est possible de faire de la promotion. C'est possible de faire des offres courtes et de mettre un prix derrière. Donc Google, Netflix, Amazon, YouTube. YouTube, c'est le pire, c'est quoi? C'est qui le plus gros concurrent? Ils sont tous à leur façon concurrents, parce que la radio joue à ce rôle-là depuis très longtemps. C'est-à-dire que les offres promotionnelles qui n'étaient pas accessibles en télévision, parce qu'elles ne l'ont jamais été, les supermarchés trouvaient des solutions pour expliquer que les abricots n'étaient pas chers en ce moment tous les matins. Donc il y a toujours eu des solutions pour parler du prix. Benjamin. Mais justement, tout ça, ça va poser un problème de financement des médias. Est-ce que pour vous, il faut revoir le financement de l'audiovisuel public, l'audiovisuel français, comme le disent M6 et TF1?
Moi, je pense qu'il y a un système qui existait pendant très longtemps et qui était important, parce que notamment pour la démocratie, il était important, et qu'il est complètement bouleversé, et c'est comme ça. Et oui, il faut se réinventer, mais il faut se réinventer à plein de niveaux. Déjà, la régulation, c'est très important. L'asymétrie de régulation, pour mon métier, elle est quand même très particulière. La publicité dans les médias historiques, c'est plus de 200 lois. Donc nous, on ne fait pas du tout ce qu'on veut quand on va dans un écran de pub. Mais c'était un garde-fou aussi, non? C'est un garde-fou, c'est-à-dire que le régulateur, il dit on ne va pas faire n'importe quoi, il faut préserver les audiences, il faut faire attention, etc. Les nouveaux acteurs qui arrivent, la régulation, elle tarde. On prend les réseaux sociaux, on voit les conséquences des réseaux sociaux sur la santé mentale des plus jeunes. Les lois, elles arrivent aujourd'hui. Donc on a mis longtemps à trouver une forme de régulation. Et là, je parle juste de consommation, je ne parle pas de régulation de la pub. Idem sur le financement et les droits. Ça fait très longtemps que les médias historiques, vous êtes éditeurs. Cette émission, si vous faites n'importe quoi, donc là vous êtes arrêté tout à l'heure aux boxeurs, mais si vous commencez à faire n'importe quoi, la chaîne est responsable. Évidemment. Les plateformes ne sont pas responsables des contenus qui sont édités. Donc, Philippe, une petite perception de la pub, parce que souvent, alors on l'a adulé parfois souvent, on se souvient évidemment de culture pub, et puis on a aussi un peu de mal parfois. C'est tout le paradoxe, vous l'avez parfaitement résumé. Dans les sondages, on va toujours avoir une forte majorité de gens qui vous disent « Oh, la pub, j'aime pas, ça me barbe », et puis en même temps, on a tous en nous le What Else de George Clooney, le 100% des gagnants ont tenté leur chance de la FDJ, un petit clic vaut mieux qu'un grand choc. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Absolument, Lucette aussi. Et c'est un grand classique dans les familles, dans les soirées télé, de faire le concours de la pub, le premier qui est capable de citer la marque. Il y a même des gens qui ont passé des nuits entières au Grand Rex à regarder uniquement des spots. Et si on traverse l'Atlantique, aux États-Unis, c'est le Super Bowl, des marques qui payent des blindes pour faire des films qu'on ne verra qu'une fois, totalement démesuré, et c'est un spectacle. La pub, c'est aussi un spectacle. Ok, mais vous venez de nous dire que ça baisse en même temps. Les recettes, oui, ça baisse, et c'est bien un vrai sujet, parce que des plateformes comme YouTube, ça collecte de la pub, ça collecte de l'audience de la pub, mais ça n'investit pas dans les programmes, donc ça veut dire à la fin, moins d'argent pour les chaînes à investir dans les programmes. Et là, c'est le début de l'ascenseur ou de la spirale vers le bas. Moins d'argent pour les programmes, donc des programmes moins attractifs, donc moins d'audience, donc moins de pubs parce que moins d'audience, etc. Le truc, c'est à un moment d'arriver à casser ça. David Leclabar le disait à l'instant, ça peut être un changement de réglementation, une simplification de la réglementation. Ou alors, c'est ce que dit Rodolphe Belmer, il faut prendre YouTube et dire jusque-là, vous n'étiez pas obligé d'investir dans les contenus. À partir de là, on remet tout le monde sous la même toise et sous les mêmes règles. Et on change pour éviter que ça soit une perte sèche pour la création. Christophe, une réaction, parce que vous êtes au cœur des programmes, justement, cette baisse de Moi, la pub. j'adore la pub, c'est formidable. Continuez. Financez-moi. Non, mais il faut bien franchement, ça a une incidence sur les programmes. Évidemment. Par définition... Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que dans l'animation, Oui. vous réfléchissez aussi pub? Alors, non, on ne réfléchit pas pub. Franchement non, on ne réfléchit pas pub. Disons que notre objectif, c'est de réussir à attirer le plus de téléspectateurs possible. Donc, par définition, si on arrive à accueillir plein de téléspectateurs, et notamment les cibles publicitaires que les annonceurs veulent viser, c'est-à-dire plutôt les jeunes et les femmes... Donc, vous répondez oui à mes questions. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obsédé par ça dans le contenu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir avoir suffisamment de financement pour réaliser des programmes de qualité. Vous parliez de programmes de qualité tout à l'heure. Il y a encore, heureusement, des programmes de qualité. Mais aujourd'hui, il faut faire mieux ou aussi bien pour moins cher parce qu'on a moins de rentrées publicitaires, c'est clair. De qualité et créatif aussi, surtout, parce que c'est des notions qui sont associées mais différentes. Et justement, il y a de moins en moins de programmes. Cet été, par exemple, Ninja Warrior ne revient pas sur TF1. TF1 va même rediffuser des primes du grand concours d'Arthur. Est-ce que pour vous, la télé, elle ne s'enterre pas elle-même finalement ? Non, c'est pas la problématique est pas, je pense, c'est pas à comprendre comme ça. C'est-à-dire que la chaîne et le groupe décident d'investir sur des grosses marques qui vont irriguer l'antenne et les différentes chaînes. C'est le choix qui a été fait avec Secret Story, qui va donc irriguer tout l'écosystème TF1+, TMC, TFX durant l'été. On ne peut pas investir sur 10 programmes aussi chers en même temps. Il y a quand même un peu moins de téléspectateurs, il y a un peu moins de gens devant la télévision pendant l'été. Il y a la Coupe du Monde qui fait que beaucoup de gens sont sur M6 et un peu moins sur TF1. Donc simplement, on regarde les plus et les moins et on se dit, on envoie quelques rediffusions face à des très gros programmes en face parce que c'est dommage d'envoyer une émission qui va coûter cher, qui sera moins vue parce que fatalement, il y a une concurrence qui est beaucoup plus rude. Mais l'objectif, c'est de continuer à proposer des bons programmes. Rodolphe Belmer le dit souvent, c'est pas en faisant des économies qu'on arrive à faire venir des gens.
l'argent. Grosso modo, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent en télévision. On parlait des conséquences sur la créativité, David de Clabar. On relance d'anciens jeux comme La Roue de la Fortune ou d'autres, ou le Big Deal même, effectivement. Est-ce qu'on n'innove plus en matière de programme pour ne pas se planter et ne pas perdre sa pub ou pas? Non, moi je crois pas. Je crois qu'on va rechercher des marques de programmes qui ont plu, qui fédèrent, parce qu'il y a un enjeu comme ça de parler au public. On est dans le même objectif de parler au public. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que la nouvelle économie avec les influenceurs, entre autres, vont chercher plutôt des formats qui sont des formats télé, qui vont commencer à produire eux-mêmes pour YouTube ou d'autres plateformes. Donc on voit bien que ce que la télé a réussi à inventer pendant des années, en fait, est en train de se décaler et de se mettre sur d'autres plateformes. Mais finalement, l'audience, elle aime l'interaction qu'elle connaît avec les émissions qui ont été conçues pour la télé à l'origine. Donc on se réinvente, mais sur des formats qui parlent au public à chaque fois. Juste une question. Vous, annonceurs, vous avez une influence sur les diffuseurs ou pas? Alors moi, je ne suis pas annonceur. Moi, je m'occupe des agences créatives. Oui, c'est vrai. Moi, mes clients sont les annonceurs. Vous êtes créatif. Vous les connaissez de près, quand même. Je les connais de près. Oui, pardon, vous dirigez une agence. Moi, par exemple, je n'achète pas le média. Moi, je conçois les stratégies et les messages. Je fais les films, je fais les affiches. Moi, ce que je vois, c'est que, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, leur question, c'est de comment je peux parler à un public et l'intéresser à mon sujet. Et je vais le faire de manière intrusive, parce que les gens n'ont rien demandé. Même si vous êtes Nike, on n'a pas demandé à avoir une pub Nike dans son iPhone ou à la télé, quoi. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ça soit intéressant, plaisant, élégant, parce que je n'ai pas été dérangé pour rien. Mais est-ce que vous n'avez pas laissé un peu trop de place aux ingénieurs dans les agences de pub? C'est-à-dire que maintenant, on parle data, on parle cible, on parle hyper-targeting, je ne sais pas quoi. Tout ça devient extrêmement compliqué. Oui. On finit par oublier un peu que la pub, c'est de l'émotion, c'est de l'esthétique, c'est une capacité. Vous avez raison, mais ce n'est pas dans les agences qu'on parle de plus en plus data. C'est le secteur et l'économie des médias qui allait vers ça, parce que c'était la valeur ajoutée des plateformes, de l'hyperciblage, de la capacité à vous promettre que tout d'un coup j'avais parlé à la bonne personne au moment, au bon endroit, etc. La réalité, c'est que les grandes marques, dont vous parliez tout à l'heure et que vous aviez tous en tête, c'est des marques qui parlaient à beaucoup plus que leur public, ou beaucoup plus que les publics qui voulaient cibler. Les grandes marques, elles parlent à tout le monde. Et que je sois consommateur ou pas de Nike, je sais très bien que c'est ce qu'est Nike. Que j'aime ou pas Apple, je sais très bien ce qu'est Apple. Et quand moi j'étais plus jeune, je voyais les mêmes publicités que ma grand-mère, que ma mère, que mon père, que mes cousins. Et pourtant, je ne consommais pas les produits. On prend l'ours de Cajoline. Ouais. Je le connaissais, j'étais pas acheteur de Cajoline quand j'avais 8 ans. Et pour autant, c'était un référentiel commun qu'on avait tous. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter aux grandes marques. Et là où vous avez raison, c'est que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est quel est le récit qu'on est capable de partager avec les Français, entre autres, pour se dire, en fait, cette marque, c'est cette histoire-là, et vous avez un lien avec elle. Donc, et qu'on soit tous d'accord. Y compris parfois de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas dans le cœur de cible. En tout cas, si on souhaite avoir une grande marque, il faut parler à tout le monde, et même à ses non-clients. Donc il faut continuer à faire de la pub sur TF1. Voilà, exactement. entre autres. Secret Story est une marque, clairement une grande marque, en tout cas une émission qui cartonne depuis des années. Et je propose d'ailleurs l'interview Secret, forcément. Christophe, prêt, top chrono, l'affiche en l'air, tout ça. On y va. Votre passion secrète? La bande dessinée. Je dessine de la BD. D'accord. Votre addiction secrète? Mon addiction secrète, le sexe. Je ne sais pas si c'est secret. Hein. Votre regret secret? Le sexe. Votre envie télé secrète? Vous répondez pas mon le envie sexe. télé secrète, je suis comblé, donc tout va bien. Votre plaisir coupable télé secret? Plus belle la vie en faisant mon repassage. J'adore. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Votre ennemi télé secret? Dans les yeux. Je vous regarde dans les yeux, si vous voulez. J'ai pas vraiment d'ennemis. Pendant un temps, Cyril Hanouna m'aimait pas beaucoup, mais il m'avait même envoyé un texto d'excuses en me disant on a été un peu trop loin avec toi à un moment donné. Et puis le lendemain, non, depuis ça se passe bien. Non, franchement, j'essaye d'éviter d'avoir des ennemis, c'est trop pénible. Oui, c'est vrai. Il faut les éviter, c'est ça le problème. J'essaye. Merci beaucoup pour cette interview secrète, presque secrète. Presque. Allez, chaque semaine dans Pure Média, l'hebdo, nos conseils sur tout ce qu'il ne faut pas rater à la télévision. Cette semaine, ce sont les Pure Recos et c'est signé Cyril Giral. 3 recos cette semaine et pas une de plus. D'abord, dès demain sur HBO Max, la saison 3 de House of the Dragon, 2 ans après la fin de la dernière saison. Rhaenyra approche. La série dérivée de Game of Thrones s'ouvre sur une bataille de titans, la bataille du Gosier, avec plus de 50 figurants. Dans une guerre, tout le monde souffre. Huit nouveaux épisodes diffusés chaque semaine à partir de ce lundi donc.
Vendredi prochain, sur Disney+, arrive la toute dernière saison de The Bear, la 5e. Mobilisation de toute la brigade du restaurant, avec l'espoir de décrocher une étoile Michelin. On se serre les coudes et on n'a rien. Rien à perdre ce soir. Vous êtes prêts? The Bear, c'est avant tout une famille, certes toxique, mais qui fait corps quand il le faut. 5e saison à déguster sur Disney+. C'est ça le Bear. Enfin, Arte se met à l'heure d'été Summer of Disco. Il y a 50 ans, la vague disco envahissait nos dance floors. Alors dès dimanche prochain, ça commence avec un doc sur les Bee Gees, la fratrie qui a révolutionné le disco. Quand on écoute les ha 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 ha, ça aurait très bien pu être un arrangement de cuivre. Mais leur voix était tellement géniale qu'ils ont dû se dire non, on va le chanter ça. Et dès la semaine prochaine et jusqu'au 9 août, des films, des docs, ambiance pas de def et boule à facettes sur Arte. Oh, j'en rêve de la boule à facettes. Merci beaucoup, Benjamin Rabier. C'est la fête de la musique, ça tombe bien. Ben oui, exactement. Je suis dans. C'est l'été, c'est la totale. David Leclabar, merci beaucoup d'être venu avec nous, d'avoir participé à cette émission. Dès demain, on vous retrouve à Cannes et jusqu'au 26 juin avec tous les grands de la pub pour les Cannes Lions 2026. Christophe Beaugrand, évidemment, Secret Story, 14e saison, mardi à 23h25 sur TF1, puis tous les jours sur TMC à 17h25. Et un inédit le dimanche. Il y a Bonjour avec vous aussi tous les jours à 10h sur TF1. Je pourrais faire la liste, mais on a pour 4 heures. On n'a pas le temps. Et courage donc sur ce mois de juillet très chargé. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube, Pure Média et sur tedit.fr. Bonne fête à tous les papas, bonne fête de la musique et vive l'été. À dimanche prochain. Salut.